Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas. Magnifique Barbara André Berkoff. Eh bien aujourd'hui, c'est de votre enfance tragique dont nous allons parler. Farida Khelfa, une enfance marquée par cette violence archaïque venue du Djebel algérien. Écrivez-vous dans votre livre Une enfance française, paru chez Albin Michel. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors votre livre est profondément bouleversant. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai pas lâché. Pourquoi avez-vous attendu la mort de votre maman pour l'écrire ? En fait, je n'ai pas attendu la mort de ma mère pour l'écrire. Je ne pensais pas écrire un livre. J'ai commencé à écrire quand elle est morte. J'étais en vacances, je travaillais sur un projet sur lequel j'avais beaucoup de difficultés. Et donc, je me suis dit, bon, pour pas m'effondrer ou même me laisser aller à une profonde mélancolie, essayons de faire quelque chose. J'ai écrit. Et puis, en fait, tout ce que j'ai écrit, ça revenait sur l'enfance. Et donc après, c'est devenu comme c'était une écriture pulsionnelle. Je veux dire, tous les matins, je me levais entre 3h30 et 4h et j'écrivais jusqu'à midi sans m'arrêter. Vraiment, c'était tous les matins, tous les jours. Tous les jours pendant un an. Donc ça a été vraiment très tenace, très prenant. Et au bout de 6-8 mois, je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'écrire un livre. Et là, d'abord, ça m'a donné un peu le vertige parce que c'est pas quelque chose que je désirais partager. C'est pas une histoire que j'avais envie de raconter. C'était mon histoire. Je la gardais pour moi. Je la travaillais sur le divan pendant de nombreuses années. C'était vraiment quelque chose sur le divan du psychanalyste. Du psychanalyste, oui. Bien sûr. Et mais c'était dans une sphère privée. C'était voilà. Et le rendre public, mais m'avait pas effleuré. Et après, je me suis dit, mais allons-y, quoi. Oui. Alors cette enfance, vous avez l'impulsion de le rendre public? En fait, j'en ai parlé avec un ami. Ouais. Et je lui dis, alors je suis en train de raconter, je lui racontais l'Algérie, mes parents, mon grand-père qui avait fait la guerre 14, qui n'en a jamais parlé, le déracinement, l'arrivée en France, les cités transit, tout ça. Et il me regardait comme ça, il me disait, mais c'est un bouquin, tu devrais voir telle éditrice, appelle-la, et voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et oui. Alors, votre enfance, Farida Khelfa, c'est dans une cité près de Lyon qu'elle s'est déroulée. Vous aviez 7 ans quand votre famille s'installe au Minguettes, à Vénissieux, cette fameuse, dans cette fameuse tour 106 qui sera effectivement détruite dans les années 80, c'est ça, après les émeutes. Vous dites avoir été justement bouleversé par la chute de cette tour HLM. Et ce qui est touchant, c'est que quand vous êtes arrivé dans cette tour HLM, c'était en 1967, vous dites que vous avez découvert le luxe suprême. Oui. Ben oui, parce qu'en fait, il y avait du chauffage au sol déjà, donc nous on se chauffait au charbon avant, donc c'était très compliqué, on était malade tout le temps, il faisait froid tout le temps, c'était très humide, il y avait de la suie au plafond, donc c'était pas très agréable. Et là, d'un seul coup, on avait une salle de bain, on avait une cuisine, on avait je m'allongeais par terre avec le sol chauffé. Je veux dire, c'était une grande première dans l'histoire de l'humanité, le sol chauffé. Donc voilà, donc le linoléum au sol, tout ça était le balcon. On avait un balcon, le 15e étage, de monter au dernier étage. On était quasiment les premiers dans la tour. Je me demande même si on n'était pas les premiers. Je me souviens être monté à toute vitesse jusqu'au 15e et m'être penché comme ça dans le vide en trouvant ça génial. Et la tour de Faisin à l'horizon, enfin tout était merveilleux. En fait. Mais vous savez, juste, je voudrais dire, mais pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas ça, et pour les historiens, en tout cas du XXe siècle, le racontent, pas seulement pour les immigrés. Vous savez que les Français, quand ils ont découvert les HLN, enfin je parle des Français dits de souche, mais c'était pour beaucoup d'ouvriers qui vivaient dans du linoléum et autres, c'était un accès au luxe. Enfin, en tout cas,
à quelque chose de beaucoup plus fort, quoi. Comme vous dites, toilettes, etc., hygiène. Bien sûr, voilà. bien sûr. Eau et gaz à tous les étages. Voilà. Alors au sein de cette cité, donc avec vos 10 frères et sœurs, c'est ça, hein, on peut dire que vous avez été élevé dans une violence inouïe, Farida Khelfa. Vous le racontez, votre père haïssait ses enfants, mais aussi les animaux, les plantes et les hommes. Il avait la haine de tout sauf des voitures et de l'alcool. Le jour de paix arrivait, il faisait la tournée des bars et rentrait fortement aviné chez lui pour violenter femmes et enfants qui attendaient tremblants le retour du bourreau. La peur qu'il lisait dans leur regard aiguisait sa violence, écrivez-vous. Comment la violence de votre papa se manifestait-elle au quotidien, Farida? C'était un homme ultra violent, c'est-à-dire que la moindre chose qui lui déplaisait pouvait dégénérer dans une très très grande violence. Les bruits de bouche, les enfants qui prennent leur petit déjeuner, il faisait voler toute la table, c'était un homme fortement perturbé et aussi comme beaucoup de gens ultra violents, il trouvait une grande jouissance dans la violence. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un sadisme. Oui, bien sûr, c'est ça le sadisme. C'est les gens qui jouissent de ça. Donc, je voyais bien ça. Mais en même temps, ce qui est très étonnant, c'est que quand on est enfant, on comprend aussi la grande souffrance et le délabrement de son père alcoolique, cette espèce d'abandon, donc c'est cette sorte d'ambivalence, cette crainte, parce qu'il nous terrifiait, et en même temps, il était pitoyable d'une certaine manière, donc il nous faisait aussi, en tout cas à moi, il me faisait de la peine. Et j'avais beaucoup de peine pour lui. Et ce qui est difficile, c'est que vous dites qu'effectivement, les sévices qu'il infligeait à ses enfants s'intensifiaient au rythme de ses angoisses, au rythme de sa folie, à un rythme effréné. Et vous dites que seule la mort de l'un d'entre nous aurait pu l'arrêter. Oui. Ce qui est dingue, c'est qu'aucun n'est mort. Donc, oui, nous avions la peau dure, dites-vous. Voilà. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il était aussi le bourreau de votre maman. Il la battait sous vos yeux. Et ça, c'était terrifiant. Parce qu'en fait, pour des enfants, de voir sa mère, quand c'est nous, c'était presque normal. On n'était pas finis, donc c'est normal qu'on frappe les enfants. On trouvait ça normal. C'était pas, on n'avait pas grand-chose à redire. Mais quand il frappait ma mère, là, là, le monde s'effondrait. On avait vraiment peur parce que quelque chose de terrifiant se déroulait sous nos yeux et ça me faisait peur. Ouais. Ah oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y avait effectivement les coups, mais il y avait aussi cette violence sexuelle parce que votre papa était un papa incestueux. Il a abusé de votre sœur Myriam. Vous le racontez, la façon dont vous le racontez, c'est vraiment bouleversant. Dans votre livre, votre sœur aînée Myriam, c'est votre sœur cadette qui a brisé, vous dites, l'omerta familiale. Ouais. Comment votre maman a réagi à l'époque? Elle n'a rien dit. Ma sœur a tout cassé dans la cuisine. Il y a eu une grande violence à ce moment-là. Et étrangement, mon père était dans l'appartement et disait rien. Et moi, je suis allée voir ma sœur. Je disais, il y a le vieux qui est là. T'es folle. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est là. Et elle cassait tout. Elle n'entendait pas ce que je lui disais. Et je me disais, mais il va la tuer, ça va être atroce. Et j'avais très très peur pour elle, en fait. Et en fait, il n'a rien fait. Et bien sûr, je n'ai rien su, j'avais 8 ans. Donc, je n'ai pas su ce qui s'était passé, je ne sais pas. J'ai juste assisté à cette scène ultra violente. Et bien après, j'ai compris ce qui s'était passé. Mais Farida Khelfa, à l'époque, quand on a 8 ans... Effectivement, les adultes, la parole des adultes est une parole modèle, quel qu'il soit, même dans vous le savez, sans faire de psychanalyse d'école primaire. Est-ce que, à l'époque, vous disiez, tous les adultes sont comme ça? Puisque j'ai un père violent, une mère violente, une mère qui subit. Est-ce que ça vous donnait, pendant un moment, en tout cas, l'horizon des adultes, c'était ça? Oui, je pensais que les adultes, je pensais que les hommes n'aimaient que les enfants, que c'était... n'aimait pas les enfants. Non, aimait sexuellement, on va dire. Voilà. N'aimait pas les femmes, mais les n'aimait enfants. pas les femmes, mais les enfants, je le dis d'ailleurs. Raffoler sexuellement des enfants. Voilà, exactement. Donc je pensais que tous les adultes, les hommes adultes étaient des pervers, qui faisaient semblant d'aimer les femmes, mais qu'en vrai, c'était pas de ça qui les intéressait, qu'ils étaient tous ultra-violents, qui cachaient leur ultra-violence, parce que je voyais bien que mon père l'étalait pas en public, son ultra-violence. Et puis après,
quand même, je comprenais, parce que quand j'allais chez mes tantes et tout ça, que c'était pas exactement pareil, que mes tantes agissaient différemment. Donc j'en avais une qui jouait au tiercé, qui mettait du rouge à lèvres rouge, qui faisait des ménages dans la banlieue de Dreux, et puis qui prenait des bains chez les gens chez qui elle travaillait, en fumant des cigarettes. Et je la regardais, je me disais, ouais, moi quand je serais grande, je ferais ça. Je prendrais des bains avec des cigarettes et tout. Je trouvais ça. Des bains de lait d'ânesse. Voilà, exactement. Alors Super que glamour. votre maman était plus dans le cadre femme martyre, effectivement. Et ce qui est terrible, c'est que vous dites, vous racontez à quel point elle était complice, effectivement, de cet inceste, parce qu'elle a avoué à votre sœur avoir surpris son mari glisser la main dans sa culotte quand elle avait 4 ans. Ouais. Ouais. Comment expliquez-vous que votre maman, elle a accepté tout ça? Parce qu'elle vous a jamais protégé, vous le racontez dès l'âge de 7 ans. Ce jour, vous l'avez supplié vous-même en vain de ne pas vous laisser chez votre oncle de Dreux l'été. Ouais. Elle vous laissait pour les vacances. Vous avez compris que jamais, elle ne vous protégerait jamais. Cet oncle de Dreux, il faut le dire, il a abusé de vous et d'autres enfants. C'était un redoutable dévoreur d'enfants, dites-vous. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'elle n'était pas en capacité d'aider qui que ce soit. Je pense qu'elle avait abandonné et que justement, elle avait pris cette posture de victime. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que je répète à plusieurs reprises dans le livre, et aujourd'hui encore, que je ne suis pas une victime. Puisque j'ai survécu à tout ça, que j'ai fait ma vie et que j'ai décidé de ma vie, que j'ai décidé de ne pas être une victime. Et que j'ai compris très tôt que la victimisation, de se victimiser, c'était d'une certaine manière abandonner. C'est-à-dire, voilà, je suis une victime, donc je peux rien faire, et donc je laisse tout faire. Mais ce qui est terrible, Farida, justement, parce que c'est très intéressant, ce que vous dites est très, pour moi, très vrai et très de bon sens, mais parce que on est dans des concurrences victimaires effrénées en ce moment. En ce moment, en tout cas dans ce temps, hein, c'est pas d'hier. C'est-à-dire tout le monde se pose pour une raison ou une autre en victime. Et c'est négatif. Non, c'est pas pour moi, c'est l'abandon d'être une victime. Être une victime, c'est donner, c'est glorifier l'agresseur. Ça veut dire que c'est comme si l'agresseur était vainqueur, puisque vous restez une victime toute votre vie. Il vous est arrivé plein de saloperies dans la vie, parce que la vie est faite ainsi. C'est pas que on traverse la vie comme ça. Sans problème, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Plein de choses nous arrivent, plein de choses très difficiles. Mais vous, ça a été particulièrement dur, quand même. Oui, ça a été dur, mais très dur, mais aussi je vais dire un truc horrible, mais si j'avais pas eu cette enfance-là, je ne serais probablement pas là aujourd'hui devant vous. Je n'aurais pas écrit ce livre-là. J'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui. Vous ne serez pas accroché. Voilà, en me disant, je veux vivre. Je vais pas mourir. Bien sûr. Ouais. Effectivement, oui, c'est ce que vous dites, effectivement, par exemple, suite aux abus sexuels que vous avez subis, dont vous avez été victime enfant, suite à cela, vous avez développé des angoisses de mort. Vous dites que ce mal, effectivement, ne vous a plus jamais quitté et que c'est étrangement ce qui m'empêcha de sombrer définitivement. Tout à fait. En fait, cette espèce de constante angoisse qui vous bouffe au réveil, j'étais réveillée par ça. Je le suis encore, mais beaucoup moins, étonnamment, depuis que le livre est sorti. Mais là, cette nuit, j'en ai eu une bonne. Mais bon, ça revient quand même, c'est pas non plus... voilà. Et, oui, parce que ça empêche... en fait, on se remet constamment en question. Les gens parlent beaucoup de zone de confort. Pour moi, c'est un terme totalement abstrait. Je ne sais absolument pas ce que c'est qu'une zone de confort. Jusqu'à présent, vous ne savez pas. Ouais, je suis toujours dans zone de confort, non vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous êtes non, toujours mais je suis toujours vigilante. Je suis toujours voilà. Bon, évidemment, j'ai des moments très heureux. J'ai une famille, un mari. Voilà, il y a des moments vraiment super dans mon travail, dans plein de choses. Mais quand même, il y a toujours derrière un petit truc qui me dit, oula, faisons gaffe. Voilà, il y a toujours, voilà, on n'est jamais complètement confortable. Voilà, et à l'abri aussi, absolument, à l'abri. Vous avez compris pourquoi votre père était si violent. Enfant, il a été lui-même violenté. C'est ce que vous racontez, je pense que son père était un ultra violent. Il n'était même pas alcoolique, donc il n'avait pas l'excuse de l'alcool.
Et je pense que c'est un gosse qui a été vraiment abandonné par sa mère. Ça a été très douloureux. Oui, dès l'âge de 8 ans, c'est ça. Ouais. Et aussi, je pense que la colonisation a une part très forte dans la déshumanisation des hommes, puisque les hommes colonisés sont des hommes... c'est la lecture de Fanon, de Frantz Fanon, qui m'a beaucoup vous en parlez. éclairé. Vraiment, c'est un grand penseur, un grand psychiatre et qui a compris beaucoup. Vous parlez de son livre Peau noire, masque blanc. Voilà, c'est exactement, ça, qui m'a vraiment éclairé sur damnés mes de la parents. terre. Voilà. Mais dites-moi, justement parce que j'ai lu ce passage et effectivement, Frantz Fanon est quelqu'un qui a été très important et qui est. Mais est-ce que je me fais l'avocat non pas du diable, mais est-ce que ce n'est pas quand même revenir à l'excuse parce qu'on dit ah oui, il a été violent parce qu'il a été colonisé. Non, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Tous les colonisés n'ont pas été comme ça. Donc voilà, voilà. Donc lui a été comme ça. Donc lui était particulier. Lui était un ultra violent, pervers et plein de choses encore. Et quelqu'un de profondément délabré, je ne sais pas si on peut dire ça, d'une personnalité totalement dépossédée de son corps. Oui, et vous racontez un épisode très troublant dans votre livre. Vous dites effectivement votre grand-père était si violent que le juge religieux leur accorda même en 1930 le divorce. Et à l'époque, c'était du jamais vu, j'imagine. Une femme musulmane avait le droit de divorcer de son mari et que le qadi, comme on dit, le juge religieux, en Algérie. En Algérie. Et après leur séparation, effectivement, vous racontez que votre grand-mère fut réduite à la mendicité. C'est ainsi donc qu'on traitait les femmes, dites-vous, à l'époque, qui osaient défier les hommes. Et votre père, justement, avait pour habitude de vous sommer, de lui cracher à la figure si un jour il venait à mendier. Et de cet abandon, en fait, il a gardé une haine des femmes. Ouais, une haine profonde des femmes. Des femmes et de tout le monde, hein, des hommes, des enfants, des animaux, je vous dis vraiment. Il n'y a vraiment que les voitures et l'alcool qu'il aimait. Mais est-ce qu'il n'y a pas juste... est-ce qu'il n'y a pas aussi... Alors évidemment, comme vous dites, tous les colonisés ne sont pas comme ça, et puis il faut jamais généraliser. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette espèce de haine, ou de mépris, ou d'asservissement des femmes, cette culture patriarcale qui joue dans un certain nombre de régions, hein. C'est sûr que le bassin méditerranéen est bercé de la culture patriarcale. Hein, je veux dire de la Sicile à l'Afrique du Nord, à la Grèce. Enfin tout ça, c'est le patriarcat. Mais c'est aussi le matriarcat. C'est pas seulement ça. Les femmes aussi ont les rênes du pouvoir. Donc c'est un peu compliqué. Tout ça, c'est une dualité. C'est aussi d'être asservi aux colons, d'être vraiment... de plus être un homme, en réalité. D'ailleurs, c'est quelque chose... D'ailleurs, ma mère lui disait souvent « tu n'es pas un homme ». Et quand elle lui disait ça, je disais « putain, mais pourquoi elle lui disait ça ?» Parce que je savais que la violence allait décupler à partir du moment où elle disait ça, parce que justement, la virilité, voilà, et qu'en réalité, il savait qu'il ne se comportait pas en homme, et que ça, pour lui, c'était la suprême insulte. Et là, c'était le défernement de violence, et je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, alors qu'elle savait ce qui allait arriver après. Vous avez côtoyé, on peut dire, la folie tout au long de votre enfance, Farida Khelfa, parce que même dès l'âge de 4-5 ans, des fois, il vous arrivait de faire, effectivement, d'être placé dans des hôpitaux psychiatriques ou des orphelinats où pendant que votre maman était internée. Est-ce que vous, parfois, dans votre parcours de femme, vous avez eu peur de basculer dans cette folie, vous aussi? Mais tout le temps. Toute ma vie, j'ai été sur le fil du rasoir. Maintenant, je suis un tout petit peu plus... je me dis, bon, on ne sait jamais. On peut toujours basculer. Mais oui, très longtemps. Justement, je parle quand j'étais avec Edwige et qu'elle me réveillait et qu'elle me disait, mais est-ce que je suis morte? Et là, d'un seul coup, l'angoisse m'habitait. Je me disais, mais ça se trouve, on est morte. Et je disais, mais non, t'es pas morte, tu vois bien, t'es pas morte. Et en fait, en réalité, je savais pas. Voilà, je me disais, mais ça se trouve, on est mortes toutes les deux, on sait pas qu'on est morte. Et donc, l'angoisse m'habitait. Et donc, la folie a toujours été très proche. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a rendue, d'une certaine manière, assez vigilante. Quand je voyais ces femmes folles, je me souviens d'un souvenir de ces femmes avec de longs cheveux noirs, avec une chemise de nuit, des très longs ongles, vraiment, et qui me fixaient comme ça avec un regard torve et complètement éteint. Et je me disais, mais
pourvu que je ne devienne pas comme ça, pourvu que jamais je devienne comme ça. Quand même, donc j'étais très proche de ça, très proche. Je l'ai vue très près, la folie, donc je sais que elle est en moi. Mais bon, je l'ai gardée au calme. En tout cas, Farida Khelfa, cet enfer familial, vous l'avez fui à l'âge de 16 ans pour rejoindre Paris. Mais la liberté a un prix et vous allez le payer cher en plongeant dans un autre abîme, celui de la drogue. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour en parler, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Farida Khelfa, la liberté a été votre obsession dès l'âge de 16 ans. Elle ne vous a jamais quitté. Je voulais vivre comme les Françaises, libre, mais le poids de la communauté me l'interdisait, écrivez-vous dans votre livre Une enfance française paru chez Albin Michel. Quels interdits vos parents vous imposaient-ils quand vous étiez enfant? Tout était interdit. Pas de sortie, pas de... Pas de rencontre avec les garçons. Certainement pas. Tout ça faisait partie des interdits. Ouais. Pas de cinéma, pas de patinoire, pas ce que faisaient nos copines, quoi. Donc à cette époque-là, études, oui. Non, même pas, parce qu'à un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à beaucoup lire dès que je suis rentrée entre CM2 et 6e. De moi-même. De moi-même, j'ai commencé à lire et puis évidemment, ça a commencé avec la révolte de l'adolescence. Donc quand mon père me frappait, il voulait que je baisse les yeux et je baissais plus les yeux. Donc je refusais de baisser les yeux. Puis comme il était beaucoup plus petit que moi, parce que quand même j'avais pris quelques centimètres, donc là ça l'impressionnait beaucoup. Et en fait, un jour, il a décrété que c'était les livres, que parce que je lisais trop de livres et que en fait la révolte venait de là. Et il m'a interdit de lire. Je lui ai dit, bah ok, j'arrête de lire, mais je vais plus à l'école alors, parce que si je lis plus, je peux pas continuer. Et comme j'étais plutôt bonne à cette époque-là à l'école, ça n'a pas duré longtemps, hein, je vous rassure. Mais voilà, et donc... et en fait, évidemment, dès qu'il m'a interdit de lire, j'ai encore plus lu. C'est-à-dire, je lisais sous les draps, avec une lampe de poche. Je lisais, je dévorais en fait les livres. Je comprenais que à travers les livres. Et quoi, vous lisiez quoi? Je lisais à cette époque-là Pearl Buck, des trucs très... Victor Hugo aussi, des choses comme ça. Oui, Les Misérables, Zola aussi, des trucs très... de la littérature de pauvres, voilà, donc qui me plaisait beaucoup. Et qui parlait de nos histoires, de Steinbeck aussi, Les raisins de la colère, les trucs comme ça, vachement, qui parlaient des histoires de gens... j'étais assez politisée, on va dire, à l'époque, ouais, un peu. Alors un jour, pour survivre, Farida Khelfa, alors que vous êtes mineure, vous décidez de fuguer et avec 5 francs en poche, donc vous rejoignez Paris où habitez votre sœur Ouria, et là vous séjournez donc dans un hôtel pas cher à proximité de chez elle, et vous ne pouvez pas vous héberger, elle vivait dans une chambre de 6 mètres carrés, racontez-vous, et donc cet hôtel était situé à 2 pas d'un endroit qui va sceller votre vie, à savoir le Palace. Votre vie a totalement changé une fois que vous êtes arrivé à Paris. Ouais, tout à fait. Je suis devenue une autre personne, c'est-à-dire que vraiment, j'ai rencontré des gens très libres. D'abord, j'ai rencontré la communauté homosexuelle, des trans, des gens qui travaillaient dans la mode, des gens de la nuit, des gens très très libres et qui m'ont adoptée tout de suite, où j'ai pas du tout été jugée. Donc je me sentais très heureuse avec eux. Chaque nuit, je dormais dans un endroit différent, j'étais accueillie, je dormais en sécurité. Je veux dire, je me suis pas retrouvée dans des situations sordides. Tout ça était très joyeux, j'ai vécu une grande période de liberté avec beaucoup de joie, je me suis amusée, mais comme une folle. Je dansais toutes les nuits et vraiment, c'était super. Mais ça a dû, justement, avec rétrospectivement, c'est intéressant, la vie Vénissieux. Ouais.
La vie palace, enfin la vie 9e. Et vous disiez, mais quoi, c'est un autre monde? Bah, c'est un autre c'était le univers Graal pour vous, Paris. Bah oui, ouais. bah oui. Non, je me disais, c'est ça la vie. La vraie vie, c'est ça. C'est ça, eux. c'est ce que je voulais C'est dire. eux, la vraie vie. Voilà. C'est ça, c'est la Avant, vraie c'était vie. pas la vraie vie. Avant, c'était Voilà, pas, voilà, c'était voilà. La vraie fausse vie, vie, c'est ouais. ça, c'est la nuit, la fête. Et après, la drogue. Ça a Eh été oui, moins rigolo. parce qu'effectivement, vous le racontez, vous dites que vous ne tardez pas à faire comme tout le monde à l'époque, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Vous vous droguez et vous prenez donc votre première ligne d'héroïne un soir au Palace. Ouais. Quel souvenir vous gardez de cet instant-là? Qu'est-ce que ça vous a procuré? C'est dingue. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça m'a porté un soulagement, tout le corps complètement pris par cette ligne d'héroïne. Je me sentais complètement anesthésiée et tous mes problèmes étaient partis en un instant. En un instant, je survolais, c'est vraiment comme dans les films. Et je me suis dit, mais putain, c'est ça la vie en fait, c'est vraiment ça quoi. J'ai rapidement déchanté, très très rapidement. J'ai compris que j'étais prise dans un truc, mais vraiment le premier instant, Et oui. je me suis dit voilà, c'est ça la vie. C'est pour ça qu'on s'accroche. Beaucoup de gens Bien disent, évidemment. ça a été formidable. Mais voilà. On a un flash. On On est le dit bien. pas assez, ça, d'ailleurs. Mes enfants m'ont dit, mais pourquoi les gens prennent de la drogue? Je lui dis, n'oubliez pas, parce que c'est très bon. Il faut bien se souvenir de ça. Et c'est bien ça le danger. pour ça que c'est Et on ne dangereux. gagne jamais. C'est toujours la drogue qui gagne sur vous. Donc, Eh oui, voilà. vous serez Ça a accro duré à l'héroïne longtemps. pendant 15 ans, c'est 15 ça ans, ouais. 15 ans, ouais, Eh ouais. oui. Et vous dites, c'est par ennui que je me suis droguée pour Aussi. remplir ma vie. Avec la drogue, je frôle la mort pour mieux exister. Ouais, c'est vrai, c'est assez juste. Ouais, ça me donnait d'abord une chose à faire. Il faut trouver de la drogue. Donc déjà, ça prenait la journée pour trouver un plan. Voilà, donc. Mais dans voilà. le milieu, c'était pas trop Oui, difficile, non, quand c'est même, compliqué, il faut trouver. Ouais, Alors faut- après, les mecs sont arrêtés ou machin. Enfin, tu vois, donc c'est pas Faut toujours trouver et aussi surtout ça. aussi avoir les moyens, parce Et avoir que les c'était moyens, encore et bon, très donc, cher à l'époque. Voilà, ouais. ouais, c'était très cher, donc c'était toujours des histoires très compliquées. Et j'ai perdu énormément de temps avec ça, j'ai raté énormément de choses à cause de ça. Ça a été vraiment Mais paradoxalement, ça m'a aussi aidé à interagir avec les gens, à parler, à réussir j'avais quelque chose en commun avec une bande de défoncés, quoi. Et donc on se croit toujours au-dessus des autres quand on se drogue. On se croit mieux que les autres, qui sont des beaufs et qui sont voilà. Non, nous on est Des mieux. ploucs. Voilà, des gros ploucs et tout ça. Bon, bref. Et puis après, bon, on comprend vite qu'on est complètement à la ramasse et que et qu'on ne vit que pour ça et que plus rien ne compte et qu'il n'y a plus rien oui. qui Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, justement, vous avez décidé, vous avez dit, il faut que je décroche, il faut que j'arrête? Ouais, je sais pas. C'est arrivé à un moment où j'en pouvais plus. J'ai compris que j'allais mourir, quoi, en fait, parce que je pesais 30 kilos. Enfin, je veux dire, j'arrivais plus à vivre. Et puis en plus, ça me faisait plus rien. Il m'en fallait des tonnes pour avoir un tout petit. Oui, c'est ça. Voilà. C'est que la chose diminue. Voilà, il faut et voilà, augmenter à il en chaque faut fois, de plus en plus, de plus en plus. Donc tout ça coûtait une fortune. Voilà. Et donc j'ai rencontré une médecin très bien qui m'a aidée et la force, c'est que je l'ai fait à Paris. Je suis pas allée en rehab ou des trucs comme ça. Je l'ai fait en ville, là où je pouvais en trouver partout, tous les jours, à n'importe quel moment, où je rencontrais des drogués tout le temps. Donc, et donc, elle m'a donné un traitement pendant 1 an quand même. Et ça m'a permis de résister. Et après, je suis tombée enceinte. Donc ça a été pour moi, voilà. Donc j'ai donné la vie. Je me dis, je peux pas me permettre maintenant. Voilà, de maintenant c'est continuer fini à- parce que être enceinte et les Oui, femmes en droguées, donnant ah la ouais. vie, vous avez sauvé la vôtre. Exactement. dites-vous, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, mes enfants m'ont sauvé la vie. Je leur ai donné la vie, mais ils ont sauvé la mienne. Et pourtant, pendant des années, vous avez refusé Oui. d'en avoir des enfants. Oui. Quel a été le déclic? La mort de votre papa, c'est ça, en Oui, quelque en sorte? fait, à la mort de Ouais. mon père, je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, je suis tombée enceinte à sa mort. Voilà, c'est quand même alors que j'étais en train d'essayer de décrocher tout ça. Et là, je me suis dit que c'était voilà, que je vivais une grande histoire d'amour avec quelqu'un qui avait déjà 2 enfants, donc je voyais que c'était pas si compliqué dans le fond d'avoir des enfants, que c'était pas le trauma que ça avait été pour moi, dans ma famille, que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça, qu'il y avait aussi des familles à peu unies, près en tout fonctionnelles, cas, unies, voilà, où aimantes, ça marche, où il n'y a pas de la violence toute la journée.
l'abandon, quoi. Et donc... Et ça m'a changé. J'ai adoré être enceinte, mais j'ai adoré. Les femmes me disent toujours, j'ai détesté ma grossesse. Moi, j'ai adoré accoucher. J'ai tout aimé dans la maternité. Et j'adore avoir des enfants. La vie de couple Vous en a avez été combien ouais. Deux fils, ouais. La maternité a été, enfin la vie en couple plutôt a pas été simple au départ pour vous. Il a fallu que ça a été un apprentissage en quelque sorte, c'est ça. Tout à fait. Oui, je savais pas qu'il fallait parler quand on vivait avec quelqu'un, quand on vivait en couple. Moi, je pouvais rester. Oui, vous racontiez une anecdote très drôle dans votre livre. Vous avez eu une très belle histoire d'amour avec Jean-Paul Goude. Et un jour, il vous fait remarquer, en gros, il vous dit, mais ça fait 15 jours que t'as pas ouvert la bouche, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je comprenais pas pourquoi il me demandait de parler. Je trouvais ça mais hallucinant. Moi, je l'ai regardé, j'ai même pas répondu. Je me suis dit, pourquoi il veut que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je dise, en fait? Et oui, parce que vous racontez effectivement que vous n'aviez jamais vu vos parents bavarder entre eux. C'est extraordinaire et très intéressant, c'est que, effectivement, vous avez eu un modèle parental qui, normalement, vous aurait dû amener fuir à des années-lumière et aux antipodes de toute vie de couple. Parce Exactement. Que quand on a face à soi ce que vous avez eu, vous dites, oh là là, jamais. Et vous avez surmonté ça. Enfin, voilà. Ce qui est... Et j'ai pas pris le modèle paternel comme homme dans ma vie. Vous l'avez pas fouetté, non, parce que souvent, on répète, souvent, on se retrouve, voilà, dans des. C'est vrai. Et non, j'ai choisi des gens vraiment très, très différents. Oui, en tout cas, ce qui est touchant, c'est que vous racontez que vous avez régulièrement emmené vos enfants dans la cité HLM, donc vous avez grandi à la ZUP, à Vénissieux. C'était très important pour vous qu'ils découvrent votre univers, votre... Oui, parce que comme je pouvais pas tellement leur raconter mon enfance, c'était très difficile. Je voulais pas raconter, voilà, surtout à des enfants. Mais je voulais quand même voir, je voulais qu'ils voient le cadre, qu'ils comprennent d'où je venais. Et d'ailleurs, ils s'en souviennent parfaitement. Ils étaient très... ils se souviennent des odeurs, des escaliers, de l'ascenseur, de tout. Ils ont ça en mémoire. Je voulais pas qu'ils vous allez aller dans votre ancien appartement. Non, c'était un autre appartement. Mais ma mère est restée à la ZUP tout le temps, quasiment, jusqu'à... Et donc, voilà, je voulais pas qu'ils voient que le Paris et la vie, la belle vie, et voilà. Oui, parce que vous évoluez dans un milieu de la bourgeoisie parisienne. C'est important de le préciser pour les auditeurs. En tout cas, vous dites, le sentiment de ne pas être désiré, de ne pas être à ma place m'habite toujours, même quand je suis conviée, fêtée, célébrée. L'héritage des déplacés pèse lourd, Farida Khelfa, écrivez-vous dans votre livre. On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec vous. Alors, chers auditeurs, restez avec nous. On va parler de l'Algérie, de Farida Khelfa. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Toutes ces photos dans ton manteau que tu regardes sans dire un mot, d'une Algérie pleine d'insouciance, tant de lumière et l'odeur de l'enfance. L'avion va bientôt atterrir. Et oui, Patrick Bruel qui raconte son retour au pays natal après 60 ans d'exil. Farida Khelfa, vous aviez 12 ans quand vous avez été en Algérie pour la première fois. Quand vous êtes arrivé à Alger, vous avez été bouleversé par la beauté de cette ville. De retour en France, vous dites que quelque chose avait changé en vous. À travers ce voyage, qu'avez-vous compris du désarroi, juste, notamment de votre famille, de vos parents ? J'ai compris le déracinement et la douleur que ça a été pour eux de quitter tout ça, toute cette beauté, tout ce pays magnifique. Parce que quand on arrive en bateau, parce que je suis allée en bateau, dans la baie d'Alger, qu'on voit Alger-la-Blanche comme ça, magnifique, et cette Méditerranée tellement tumultueuse et tout ça, j'ai compris tellement de choses sur leurs difficultés. Avec vos parents, vous êtes allés? Non. En fait, c'était l'amicale des Algériens en Europe qui organisait des vacances en Algérie pour les enfants des émigrés. Et donc, nous, j'ai été là-bas et donc, on était dans une colonie où, près de Tipaza, donc des ruines romaines magnifiques et tout ça, dans une énorme bâtisse coloniale magnifique, extraordinaire, qui était gardée par des soldats algériens qui étaient
qui était russophone. Et là, j'étais stupéfaite que les Algériens parlaient russe. Et en fait, après, j'ai compris l'emprise en fait de l'Algérie et de l'aide de la Russie en fait pour la révolution algérienne. Et donc et qui nous racontait d'ailleurs la bataille d'Alger en accéléré en fait. Donc, mais ils étaient on se réveillait avec le drapeau algérien, en chantant l'hymne algérien, Qassamen, et voilà. Et donc c'était intéressant parce que d'abord j'étais avec plein d'enfants d'immigrés. Et pour la première fois, je découvrais qu'il y avait des émigrés qui avaient l'accent du Midi, quoi. J'en revenais pas. Je les regardais, j'étais stupéfaite que des gens, des Arabes aient l'accent du Midi. Je comprenais pas pourquoi. Je savais pas que moi-même, j'avais vraiment l'accent lyonnais, que je parlais comme... Voilà, bah oui. Voilà. Et vous dites qu'à travers ce voyage, vous avez aussi compris que vous n'étiez ni algérienne, ni française, mais simplement une immigrée arabe, une race à part. Le sentiment d'être étrangère dans mon pays, dans mon propre pays, m'a longtemps accompagnée, racontez-nous. Vous vous êtes vraiment senti rejetée quand vous étiez enfant. Vous racontez que vous avez subi quand même de nombreuses insultes qui étaient difficiles à entendre. Oui, mais c'est pas que je me sentais rejetée, mais je me sentais pas française. Je comprenais qu'on n'était pas des Français. Il y avait les Français, d'ailleurs, quand les Français sont arrivés dans la tour, ils étaient Français et nous, on n'était pas Français. Et donc, on était des Arabes, on était des Surtout des vos parents immigrés. n'avaient pas pris la nationalité française. Non, mais la nationalité, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on est en France, il faut la demander avant l'âge de 18 ans. Et moi, comme je suis partie avant mes 18 ans, je ne pouvais pas aller à la préfecture, dans la mesure où j'étais recherchée, pour faire une demande de régularisation. Voilà. Et donc après, c'est très compliqué, parce qu'après, ils vous demandent des actes de naissance de vos grands-parents, qui n'ont pas d'acte de naissance, puisque les indigènes étaient rarement déclarés. Donc, tout ça a été très compliqué. Donc, ça a été un long parcours pour avoir la nationalité française, alors que donc, je me suis toujours sentie une immigrée. Et en fait, ça me plaît. J'aime bien être une immigrée. Je trouve ça bien. Je veux dire, mais une émigrée qui aime Paris et qui quittera pas Paris. Mais bon. Mais Voilà. ce qui est intéressant quand même, que vous avez été... Enfin, il y avait même un rejet déjà dans le foyer familial qui était créé. Et puis vous avez quand même une intégration quand même, pas seulement par le palace, mais là vous avez été drôlement intégré et assimilé au moment de Paris. Oui, ouais. Donc vous l'avez eu, votre assimilation et votre intégration. Oui, moi je me sentais pas, parce qu'on était tous pareils en fait, on était des enfants exactement. Donc là je participais, j'étais dans une bande en fait, on faisait partie de la bande, d'ailleurs on appelait la bande, et donc et voilà, donc là je me sentais bien, je me sentais appartenir à quelque chose. Et oui, mais il vous a fallu quand même de très nombreuses années, c'est ce que vous écrivez, pour vous dire française en quelque sorte. Beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce que c'est compliqué quand vous êtes d'origine algérienne, dont les parents étaient au FLN, et pour eux c'était très important. Il y avait toujours le grand fantasme du retour, alors qu'en réalité ils sont jamais retournés, ils sont tous les deux décédés en France, et que en fait c'est ça la douleur. Non, mais il y avait cette espèce de fantasme et en réalité, il y a une vraie cassure, en fait. Quand on part, ça y est, on est ailleurs, et c'est pas... on retourne pas. C'est rare. Ouais. Et par exemple, quand vous êtes rentré de ce voyage à l'âge de 12 ans d'Algérie, votre papa ne vous a posé aucune question sur son pays? Non, pas du tout. Il était aussi paradoxalement très pudique. C'était un homme qui parlait pas, très peu, et qui était analphabète, il faut le dire. Donc c'était quelqu'un qui était fortement... Qui avait ni lire ni écrire, enfin. Ni lire ni écrire. Ouais, c'est moi qui devais lire. Non plus, bien sûr. Non, ma mère savait lire et écrire. Ah oui, justement. d'accord. Ouais. Ma mère est allée à l'école. Et Et lui, non. Donc elle avait l'ascendance sur lui. C'est pour ça que je suis surprise qu'elle ne soit pas partie, parce qu'elle avait les moyens de partir, parce que c'était elle qui remplissait tous les papiers, qui faisait tout. Donc, et ça, c'est autre chose, c'est la soumission. Voilà, exactement. C'est ça l'emprise, je pense. Voilà. C'est l'emprise. Et oui. Alors avant sa mort et avant de faire son pèlerinage à la Mecque, votre papa est venu à Paris pour demander pardon à ses enfants. Votre sœur ne vous a pas prévenu de sa venue. Auriez-vous accepté son pardon si vous l'aviez rencontré ce jour-là ?
Moi, j'attends pas tellement le pardon des gens. C'est pas quelque chose. Je suis pas tellement là-dedans. Je trouve que j'incrimine pas mes parents. J'aurais été extrêmement gênée que mon père me demande pardon. Franchement, je serais pas. Oui, je serais pas. J'aurais été gênée. Voilà, ça m'aurait gênée terriblement. Bien sûr que je l'aurais accepté parce que je veux pas maltraiter les gens. Je suis pas. Mais je trouve qu'avec le pardon, oui, il faut pardonner. Qui a dit qu'il fallait pardonner? Ce sont les hommes qui disent que Dieu pardonne et tout ça. Dieu, qu'est-ce qu'on sait si Dieu pardonne? Et qu'est-ce qu'on sait que voilà. Donc faut-il vraiment pardonner dans certaines circonstances? Voilà. Il y a un moment. Est-ce qu'il faut tout pardonner? Est-ce que réellement ça soigne les gens de pardonner? En revanche, je n'en veux plus. Je suis pas dans le ressentiment. Vous avez dépassé le ressentiment. Voilà, le ressentiment. Je suis pas dans la colère, dans le truc. Je comprends tout ça. Je vois, mais il y a des choses que je peux pas pardonner, donc non. Bien sûr. Vos frères et sœurs lui ont pardonné, ont accepté son pardon? Je ne sais pas. Je pense que chacun a fait comme il veut. Je peux pas savoir, en fait. Vous êtes dispersés aujourd'hui, toute la fratrie? Non, on est assez proches. On est assez proches. On est tous à Paris. En tout cas, quelle aurait été ma vie si je n'avais pas été transportée dans cet autre monde? Farida Khelfa, vous écrivez ceci dans votre livre. J'ai essayé une autre vie que celle de mes parents dévastés par la misère et l'ennui. Aujourd'hui, la misère est loin, mais le doute me traverse parfois. Je ne suis jamais sûre d'avoir fait le bon choix. Mais je doute, donc je suis. Voilà, exactement. Bravo. Farida Khelfa, merci d'être venue vous raconter sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Une enfance française est paru chez Albin Michel. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.